Merci beaucoup. Mes remerciements à l'Académie pour cet honneur et à Léonard et Aaron. En 1976, Sada Thompson est entrée sur un plateau de télévision et a fait quelque chose qui a fait taire toute l'équipe. C'était censé être une simple scène de cuisine, mais ce qui s'est passé ensuite n'était pas du théâtre. Elle a claqué des assiettes, sa voix s'est brisée et sa costard a dit plus tard que c'était comme regarder une vraie famille s'effondrer. Ils n'ont pas fait de deuxième prise. Ils ne pouvaient pas. Des décennies plus tard, ce clip de 6 minutes est devenu viral avec plus de 15 millions de vues. Les coachs d'acteurs ont commencé à l'utiliser comme un avertissement. Qu'est-ce que Sada a fait de si puissant que cela l'a affecté pendant des années? Sada, Carolyn Thompson, est née le 27 septembre 1927 à Des Moines, Iowa. Son père, Hugh, éditait des magazines sur la volaille comme Turkey World, mais l'argent n'était jamais stable. La Grande Dépression a encore empiré les choses. Sa mère, Corace, a essayé de maintenir la famille unie, mais tout semblait fragile. Quand Sada avait seulement 2 ans, ils ont fait leurs valises et ont déménagé à Fanwood, dans le New Jersey, dans l'espoir que son père trouve un travail plus stable dans l'édition. C'était une ville tranquille, mais pas beaucoup plus facile. Ce déménagement précoce est resté avec elle pour toujours. Elle n'a jamais oublié à quel point les choses pouvaient s'effondrer rapidement. À Fanwood, les parents de Sada l'emmenaient souvent voir des pièces qui passaient par là en allant à Broadway. Elle s'asseyait sur ses sièges de théâtre en tant que petite fille, regardant Helen Hayes et Tallulah Bankhead illuminer la scène. Quelque chose a cliqué en elle. Elle a dit plus tard, « C'était enchanteur. Je savais que c'était le monde dans lequel je voulais être. L'argent était rare, mais ses parents croyaient en ce que le théâtre pouvait faire pour le cœur. Alors, ils se sont assurés qu'elle voie ses spectacles. À l'âge de 10 ans, elle jouait déjà dans des pièces scolaires et les gens ont commencé à le remarquer. Ses émotions semblaient réelles. Sa présence se faisait sentir, même dans de petits rôles. Elle a obtenu son diplôme de Scotch Plains Fanwood High School en 1945 à seulement 17 ans, alors que la Seconde Guerre mondiale touchait à sa fin. Son père travaillait toujours dans l'édition agricole. C'était suffisant pour survivre, mais pas assez pour se détendre. Malgré cela, la famille a soutenu son grand rêve. Elle est allée au Carnegie Institute of Technology à Pittsburgh, qui est devenu plus tard Carnegie Mellon. Les frais de scolarité étaient chers, mais ils l'ont envoyée quand même. Cette décision a changé sa vie. À Carnegie, elle est tombée amoureuse du théâtre et aussi de Donald Stewart, un camarade étudiant en art dramatique. Ils se sont mariés en décembre 1949, juste après l'obtention de leur diplôme, et sont restés mariés jusqu'à sa mort en 2011. Mais ces années universitaires n'ont pas été faciles. En fait, elles ont presque brisé. Quand elle a commencé en 1945, seulement environ 23% des étudiants en art dramatique étaient des femmes. Les professeurs étaient tous des hommes. L'un d'eux lui a dit qu'elle était trop ordinaire pour jouer des rôles romantiques et qu'elle devrait se contenter de servantes et de vieilles filles. Un autre a dit que son visage avait l'air trop masculin pour le théâtre. Parfois, elle devait jouer des hommes sur scène en utilisant de fausses moustaches parce qu'ils refusaient de caster des femmes dans 60% des pièces. Même ses notes étaient injustes. Les étudiantes faisant le même travail obtenaient un B-, tandis que les hommes obtenaient un A-. Quand elle a obtenu son diplôme cum laude en 1949, le chef du département lui a dit qu'elle devrait juste enseigner à l'école primaire, mais elle a refusé de reculer. À cette époque, son amitié avec un camarade de classe gay nommé Robert Mitchell a presque tout ruiné. En 1950, pendant la peur lavande, des milliers de personnes ont été renvoyées simplement parce qu'elles étaient soupçonnées d'être homosexuelles. Mitchell a été mis sur liste noire en 1951 et s'est enfui à Londres. Sada a continué à le rencontrer en secret. Il s'envoyait des lettres avec des codes. En 1952, le FBI a ouvert un dossier sur elle. Les voisins ont été interrogés. Elle a été avertie que sa carrière pourrait prendre fin
mais elle n'a pas arrêté de lui écrire. Cette amitié lui a coûté 3 auditions à Broadway et l'a placée sous surveillance du FBI. Puis est venu le coup qui a brisé sa famille. Son père avait organisé un emploi d'enseignant à 2400 $ pour elle à Des Moines, ce qui était beaucoup d'argent en 1949. Lors de son dîner de remise des diplômes, elle leur a dit qu'elle le refusait. Son père a explosé. Il a dit qu'elle avait choisi une voie vers la ruine morale. Sa mère a pleuré et a dit que le théâtre était pour les femmes immorales et les hommes homosexuels. Quand ils ont appris qu'elle avait épousé Donald, quelqu'un qu'il n'avait jamais rencontré, son père l'a déshéritée. Il a repris son héritage de 15 000 $ et a dit aux gens qu'elle était morte dans un accident de voiture. Ses frères et ses sœurs n'avaient plus le droit de lui parler. Il a brûlé ses photos d'enfance. Ce silence a duré 7 ans. Elle a continué à jouer quand même. Pendant l'été 1951, elle travaillait 18 heures par jour au Unquit Playhouse dans le Maine. Un soir, pendant la mouette, elle s'est effondrée. Son poumon s'était spontanément affaissé à cause du surmenage et du stress. Au début, ils lui ont dit que c'était juste un muscle froissé. Elle a commencé à cracher du sang. Finalement, ils l'ont emmenée d'urgence à l'hôpital. L'opération a laissé une cicatrice de 35 cm. Elle a eu besoin de 6 semaines pour se rétablir. La plupart des acteurs étaient renvoyés pour avoir manqué des spectacles, mais son expérience de mort imminente a aidé le Maine à adopter de nouvelles lois sur la sécurité pour les théâtres. En mars 1950, elle a auditionné pour South Pacific à Broadway. C'était la plus grande production de l'année. Près de 3000 femmes ont auditionné. Elle a dépensé 200 $, soit environ 2400 $ aujourd'hui, en voyage et en coaching. Mais le réalisateur l'a renvoyée en 30 secondes. Il a dit que son accent du Midwest était trop peu raffiné. Son assistant a dit que son look de fille de ferme ne correspondait pas au cadre exotique. Plus tard, elle a appris que la plupart des rôles avaient déjà été attribués. Ce n'était pas une question de talent. C'était une question d'apparence et d'où vous veniez. Elle n'a jamais oublié cette douleur. Elle l'a alimentée. En 1972, elle a remporté le Tony Award pour Twigs et leur a prouvé qu'ils avaient tort. En 1953, elle a rejoint la compagnie de tournée pour Underwood de Dylan Thomas. Elle ne gagnait que 50 $ par semaine. Les répétitions duraient 12 heures et elle devait construire ses propres décors et réparer ses propres costumes. Pire que tout, le réalisateur harcelait les actrices, y compris elle. Il essayait de la coincer après les spectacles. Quand elle refusait, elle était punie avec des rôles plus petits. Elle a continué, écrivant des lettres à son professeur sur ce qui se passait, mais rien n'a changé. Elle était coincée sous contrat. En 1955, elle a joué The Crucible au Barter Theatre en Virginie. Pendant les répétitions, elle a dit quelque chose sur la façon dont la mise sur liste noire d'Arthur Miller était liée à la vie réelle. Un journaliste l'a entendu. Le lendemain, le journal local a publié un titre la qualifiant de sympathisante rouge. Plus de 200 appels ont inondé le théâtre. Certains menaçaient de violence. Un membre de la distribution avait secrètement enregistré ces conversations et les avait données au comité des activités anti-américaines de la Chambre. Elle a dû signer un serment d'allégeance et dénoncer publiquement le communisme juste pour conserver son emploi. Cela lui a coûté 300 $ en frais juridiques et 3 auditions ont été annulées à cause de cela. En 1956, elle a déménagé à New York. Elle payait 35 $ par mois pour un minuscule appartement au 4e étage sans chauffage. Elle dormait en portant des manteaux. Les rats et les cafards étaient partout. Elle vivait de repas de soupes populaires et a une fois refusé un emploi de mannequin à 200 $ de Revlon parce que cela signifierait renoncer à des auditions. Elle a mis en gage la bague de sa grand-mère pour 15 $ pour se payer le ticket de métro. La bague valait plus de 300 $. Elle s'est une fois évanouie pendant une audition de chat sur un toit brûlant à cause de la faim. En 1957, elle a obtenu un rôle décisif dans le misanthrope Off-Broadway, mais les coulisses étaient chaotiques.
Sa co-star Ellis Rabb l'a accusé de voler sa vedette. Il a brisé son miroir avec une tasse de café et le verre lui a coupé la main. Elle a eu besoin de 6 points de suture. Il a menacé de démissionner à moins qu'elle ne change son style. Le réalisateur devait tenir des réunions quotidiennes juste pour que le spectacle continue. Pourtant, elle a remporté le Drama Desk Award cette année-là, mais Rabb s'est assuré qu'elle ne soit plus jamais choisie avec sa compagnie. En 1959, elle a joué dans The Effect of Gamma Rays. Les investisseurs ont retiré 15 000 $ 2 semaines avant l'ouverture. Elle a hypothéqué sa maison pour 2 000 $ et a acheté ses propres costumes. Quand le spectacle s'est terminé, après seulement 47 représentations, elle s'est retrouvée endettée de 3 500 $. Elle a dû mettre en gage les perles de sa mère et la montre de son grand-père, ne récoltant que 400 $. Pour survivre, elle nettoyait des bureaux la nuit et faisait 8 spectacles par semaine. Elle s'est effondrée 2 fois d'épuisement. Des ambulanciers ont été appelés en coulisses. Certains producteurs l'ont blâmée pour l'échec du spectacle et l'ont mise sur liste noire à nouveau. En 1961, Sada Thompson avait 34 ans et travaillait dans de petits théâtres depuis plus de 10 ans, gagnant seulement 75 $ par semaine. Elle a finalement eu sa grande chance quand elle a décroché un rôle dans un drame de Broadway appelé Patty Whack. Il s'agissait d'immigrants irlandais luttant à New York et elle jouait une femme pauvre nommée Bridget Ali. Pour se préparer, elle a passé 3 semaines avec de vraies familles irlandaises dans le Queens, juste pour obtenir le bon accent. Sa performance a choqué les critiques. Brooks Atkinson du New York Times a dit qu'elle était dévastatrice authentique. Mais après seulement 12 spectacles, la pièce s'est terminée. Les gens ne voulaient pas quelque chose de si triste pendant les années Kennedy pleines d'espoir. Les portes se sont fermées, les lumières se sont éteintes et Sada avait le cœur brisé. Mais elle n'avait pas fini. En 1964, elle a été revenue encore plus forte. Cette année-là, elle a joué 4 personnages, 3 sœurs et leur mère, dans une pièce appelée Twigs. C'était différent de tout ce que Broadway avait vu. Elle a remporté le Tony Award de la meilleure actrice, devenant seulement la 3e femme à remporter un prix pour avoir joué plusieurs rôles dans la même pièce. Mais alors que les applaudissements augmentaient, les murmures ont commencé. Les gens ont dit qu'elle avait une liaison avec le réalisateur, George C. Scott, qui était marié. Un chroniqueur mondain a affirmé qu'ils avaient été vus ensemble à l'Hôtel Plaza plus d'une fois. Sada a tout nié. Dans une interview de 1970, elle a qualifié les rumeurs de mensonges malveillants et a dit que les retombées avaient rendu Hollywood nerveux à l'idée de l'embaucher. Pourtant, elle est restée concentrée sur le théâtre. En 1967, Sada a été choisie dans The Grass Harp, un spectacle de Broadway basé sur le roman de Truman Capote. Elle jouait Dolly Talbot, une femme timide qui vit dans une cabane dans un arbre, mais Sada a senti que le personnage n'avait pas assez de profondeur. Elle a demandé à Capote de modifier des parties du script pour montrer davantage la douleur et le passé de Dolly. Capote a refusé. Ils se sont disputés devant toute l'équipe. Il lui a dit qu'elle ruinait son histoire. Elle a dit qu'il n'était pas ouvert à la croissance. Leur dispute a fait les manchettes et les critiques ont pris parti. Mais quand le rideau s'est finalement levé, sa performance a quand même été saluée. En 1969, elle est revenue pour une reprise de Twigs. Mais quelque chose s'est mal passé le 18 mars. Pendant la scène finale, un vieux fauteuil à bascule en bois s'est effondré sous elle. Sa cheville s'est tordue violemment. Les médecins ont dit qu'elle avait des ligaments déchirés et qu'elle pourrait avoir des fractures. La plupart des acteurs auraient abandonné, mais pas Sada. Elle portait une attelle cachée et prenait des analgésiques avant chaque spectacle. Le public n'a jamais su qu'elle jouait dans la douleur. Son courage lui a valu un 2e Tony Award pour le même rôle. Un an plus tôt, en 1968, Sada a choqué tout le monde en refusant un contrat de 50 000 $ par an pour un feuilleton télévisé de jour appelé All My Children. Cet argent vaudrait environ 400 000 $ aujourd'hui. Ses agents l'ont supplié de l'accepter. Ils ont dit qu'elle ruinait son avenir,
Mais Sada craignait que cela ne l'emprisonne à la télévision et ne l'éloigne du travail scénique sérieux. L'accord l'aurait enfermée pendant 3 ans, filmant 5 jours par semaine. Elle est restée au théâtre à la place, même si cela a entraîné des problèmes d'argent et de longues nuits blanches. Mais elle n'a jamais dit une seule fois qu'elle le regrettait. Vers 1970, Sada est discrètement entrée à la télévision. Elle était déjà apparue dans Caméra 3 en 1961 et The Nurses en 1963. Au début des années 70, elle est apparue dans Marcus Welby, MD, une émission connue pour ses histoires émouvantes. C'est à ce moment-là que sa carrière a commencé à changer. Elle a apporté ses compétences théâtrales profondes à l'écran. Ses improvisations, même ses larmes, étaient réelles, tirées du jeu de méthode qu'elle a appris au Carnegie Tech et au Pittsburgh Playhouse. En 1975, on lui a demandé de jouer Kate Lawrence dans un nouveau drame familial simplement appelé Family. À ce moment-là, elle venait de remporter un Tony en 1972, à nouveau pour Twigs. Mais elle avait aussi été brûlée une fois. Elle avait été choisie pour All in the Family, mais a été remplacée après s'être disputée avec le producteur Norman Lear. Alors cette fois, elle a été prudente. Elle ne voulait pas jouer une femme au foyer plate. Elle a insisté pour avoir un personnage pleinement développé. Ses instincts étaient bons. Le 9 mars 1976, le pilote a été diffusé. Il s'appelait The Best Years. Dans ce premier épisode, Kate s'occupe du mariage brisé et de la grossesse de sa fille. Il y a une scène de cuisine puissante où Sada, sans script, a claqué des assiettes et a déversé son cœur. C'était tellement réel que l'équipe s'est figée. Aucune reprise n'était nécessaire. Sa co-star, James Brick, a dit plus tard que cela le mettait mal à l'aise parce que c'était comme regarder une vraie famille se disputer. Cette seule scène l'a cimenté comme le centre émotionnel de l'émission. Pendant sa courte série limitée en 1976, Family a attrapé 40% de l'audience totale, un nombre jamais vu. ABC l'a immédiatement commandé comme une série complète. L'émission était en développement depuis 1973, mais les dirigeants ne voulaient pas l'approuver. Ils ont dit que c'était trop réel et trop intelligent pour la télévision familiale, mais une fois qu'elle a été diffusée, elle est devenue un succès. La performance de Sada a mené l'émission à 17 nominations aux Emmy et 4 victoires. Elle a gagné la sienne en 1978. Christy McNichol a également gagné en 1977 et 1969, et Gary Frank en 1977. L'émission a innové avec des histoires sur l'infidélité, le cancer du sein, le deuil, l'homosexualité et plus encore. Sada s'est battue pour inclure une intrigue sur le cancer du sein basée sur la mort de sa tante. Quand un épisode a montré Bodhi défendant une enseignante lesbienne, les téléspectateurs conservateurs ont été outrés. Mais Sada a soutenu chaque épisode. Aux Emmy de 1978, elle a accepté son prix d'une manière très différente. Au lieu de remercier les producteurs, elle a prononcé un long discours de 2 minutes sur les acteurs oubliés dans les petits théâtres à travers l'Amérique. Ce prix appartient à tous les acteurs qui se sont tenus sur une scène avec seulement 3 personnes dans le public. Elle a dit que 40 millions de personnes ont regardé ce discours. Certains ont été touchés. D'autres dans l'industrie de la télévision n'étaient pas contents. Elle a été nommée pour le Golden Globe 4 fois entre 1977 et 1980, mais elle n'a jamais gagné. En 1981, elle a dit à Entertainment Weekly qu'elle détestait les cérémonies de remise de prix et les a qualifiées de faux concours de popularité. Elle a même porté la même robe noire à 200 $ à toutes les cérémonies, en signe de protestation silencieuse. Avant le spectacle de 1969, elle a admis qu'elle buvait beaucoup. Elle a levé les yeux au ciel pendant le discours d'acceptation d'une autre actrice en 1980, et cela a causé un petit scandale. En 1942, elle a joué dans A Doll's House et a remporté un Drama Desk Award. Mais pendant cette production,
Elle a découvert que le rôle principal masculin gagnait 3 500 $ par semaine, tandis qu'elle et les autres femmes n'en gagnaient que 200 $. Elle a tenu une conférence de presse et a donné à Lincoln Center 2 semaines pour rectifier le tir. Ces mots ont fait la une de Variety et du New York Times. Ils ont finalement augmenté le salaire des femmes, mais en coulisses, certains producteurs l'ont mise sur liste noire pour s'être exprimée. Pendant 2 ans, elle a eu du mal à trouver du travail. En 1945, elle a joué dans un film ABC, appelé My Two Loves. Elle jouait une mère bouleversée que sa fille ait une relation lesbienne. C'était l'une des premières fois que la télévision américaine avait montré une telle histoire. Quand il a été diffusé le 7 avril 1986, des milliers de téléspectateurs ont appelé pour se plaindre. Jerry Falwell a attaqué le film dans son émission. Sada a reçu plus de 500 lettres de haine dans la première semaine. Elle les a toutes gardées. L'amour est l'amour, a-t-elle dit aux journalistes. La télévision devrait refléter la vie réelle. En 1959, elle a partagé quelque chose de très personnel. CBS lui avait offert le rôle principal dans Murphy Brown 6 mois avant que Candice Bergen ne l'obtienne. Sada avait refusé. Elle ne voulait pas être vue comme une simple maman à la télé. Elle avait peur d'être coincée. Mais quand Murphy Brown est devenu un énorme succès et que Bergen a remporté 5 Emmy, Sada n'a pas pu s'empêcher de se demander ce qui aurait pu être. « J'ai laissé mon orgueil me coûter le rôle d'une vie », a-t-elle dit. « Je ne voulais tout simplement pas être enfermée. » En 1990, Sada Thompson a accepté un rôle qui a changé la façon dont les gens la voyaient. Elle a joué Catherine Gérard dans Andre's Mother, une télépièce de 45 minutes qui a été diffusée sur PBS le 7 mars. Ce n'était pas juste un autre drame télévisé. Il s'agissait d'une mère qui faisait face à la mort de son fils du sida et essayait d'accepter qu'il était vieil. À cette époque, le sida était encore très stigmatisé et l'émission a eu du mal à obtenir un financement. Plusieurs sponsors se sont retirés parce qu'ils ne voulaient pas que leur nom soit lié à quelque chose qui parlait de relations homosexuelles ou du sida. Finalement, WGBH Boston est intervenu pour le produire, même s'ils ont dû réduire le budget de près de 40 %. Cela signifiait moins de lieux, moins d'acteurs et beaucoup de compromis. Mais la performance de Sada s'est démarquée. Son visage bougeait à peine. Ses yeux ont été décrits comme glacés, comme des boutons émaillés. Et pourtant, on pouvait ressentir chaque émotion. Elle est passée d'un déni froid à une sorte d'acceptation silencieuse et douloureuse. L'émission est devenue un succès critique et a évité tous les stéréotypes. C'était courageux, honnête et important. Puis, en 1995, elle a fait quelque chose qui a choqué tous ceux qui pensaient la connaître. Elle a joué le juge Edgar Haynes dans l'épisode de Law & Order intitulé Jeopardy, qui a été diffusé le 31 octobre. Mais ce n'était pas un juge gentil, c'était quelqu'un de corrompu. Son personnage acceptait des pots-de-vin. Devin rejetait des preuves importantes et laissait un riche meurtrier en liberté. Les gens qui ne l'avaient vu que comme des personnages doux et de principe ont été stupéfaits. C'était le but. Sa réputation a rendu la trahison encore plus réelle. Ce n'était qu'un seul épisode, mais cela a prouvé qu'elle pouvait devenir sombre quand elle en avait besoin. En 2000, elle a signé pour une nouvelle pièce intitulée The Exonerated, qui racontait les histoires vraies de personnes qui avaient été envoyées à tort dans le couloir de la mort. Mais après seulement 3 semaines de répétition, elle est partie. Elle croyait que la pièce franchissait une ligne en utilisant la douleur de personnes réelles pour le drame. Les réalisateurs n'étaient pas d'accord. Les arguments n'ont cessé de s'accumuler et finalement, elle est partie. L'équipe a dû se démener pour trouver un remplaçant quelques semaines seulement avant l'ouverture du spectacle. La pièce a remporté des prix et a été jouée plus de 600 fois, mais son départ est devenu célèbre. Il était rare de voir quelqu'un quitter un projet pour des raisons d'éthique, mais elle l'a fait. En 2002, elle faisait du travail de voix pour un projet d'animation appelé Cheers for Miss Bishop. Et lors d'interviews,
Elle s'est ouverte sur quelque chose de douloureux. Elle vivait avec une ostéoporose sévère depuis plus de 5 ans. Elle avait 75 ans et avait subi plusieurs fractures de compression de la colonne vertébrale. Elle avait besoin d'aide pour marcher et a dû refuser de nombreux rôles. Sa densité osseuse avait chuté de 35% dans ses hanches et sa colonne vertébrale. Elle a dit que la ménopause avait empiré les choses et a admis qu'elle avait manqué des occasions de jouer avec d'anciens camarades de distribution à cause de cela. Elle est devenue publique pour la sensibilisation, en particulier pour les femmes plus âgées. Elle a dit que la maladie avait volé ses chances, mais pas sa dignité. Son mariage avec Donald Stewart a duré du 18 décembre 1949 jusqu'à sa mort en 2011. Mais les premières années n'ont pas été faciles. Dans les années 1950, alors qu'elle travaillait au théâtre, ils ont passé de longues périodes sociales séparées. Ils travaillaient pour Panama, ce qui n'a fait que compliquer les choses. Des rumeurs d'une liaison avec un autre acteur ont failli mettre fin au mariage. En 1956, ils ont suivi une thérapie de couple. À un moment donné, elle a pensé à quitter complètement le théâtre pour sauver la relation, mais elle ne l'a pas fait. Elle a choisi de rester dans les deux, le mariage et la carrière. Sa fille, Liza, est née en 1957, mais l'équilibre entre le travail et la maternité n'a jamais été facile. Dans les années 1960 et 1970, elle a manqué des pièces scolaires, des anniversaires, même la remise des diplômes de Lisa. En 1944, elle a dit à TV Guide que le fait de manquer cette remise des diplômes était le moment le plus honteux de sa vie. Elle a dit que Liza lui avait dit une fois « Tu es une meilleure mère à la télé qu'à la maison ». Et cette phrase n'a jamais cessé de faire mal. C'est pourquoi, après la fin de Family en 1980, elle a refusé plusieurs grandes offres. Elle voulait réparer ce qu'elle avait brisé. Ce que beaucoup ne savaient pas, c'est à quel point elle croyait profondément à la paix. En tant que Quaker, elle avait toujours suivi la non-violence. Le 15 mars 1972, elle a été arrêtée devant le Pentagone lors d'un rassemblement contre la guerre du Vietnam. Elle a refusé de partir quand la police a dit à la foule de se disperser. Elle a passé 18 heures en prison avec 47 autres manifestants. Son équipe l'a gardée hors de la presse, mais elle ne l'a jamais regretté. Elle a appelé cela un tournant. Elle croyait que la foi signifiait agir. En 1994, elle a révélé quelque chose d'encore plus difficile à raconter. Dans Ms. Magazine, elle a partagé que, quand elle avait 12 ans, elle avait été sexuellement harcelée par un homme qu'elle appelait Oncle Ray. C'est arrivé en 1941 lors d'une visite chez lui. Elle a fait semblant de dormir pendant qu'il la touchait. Elle ne l'a jamais dit à personne, pas même à ses parents. Pendant 50 ans, elle l'a gardé caché. Et ce n'est que dans les années 1980 que la thérapie l'a aidée à y faire face. Elle a ensuite donné de l'argent de ses mémoires à des organisations qui aidaient Slaughter et les enfants maltraités. Elle a dit qu'elle voulait que les autres se sentent moins seuls. Et puis est venue la révélation qui a stupéfié même ses fans. En 2000, elle a admis qu'elle avait lutté contre l'alcoolisme pendant plus de 15 ans. Cela avait commencé pendant Family, quand la pression de performer parfaitement tous les jours l'a épuisée. Elle gardait de la vodka dans sa loge et buvait du vin pendant le déjeuner. En 1945, elle a atteint un point de rupture. Elle s'est présentée ivre à la répétition et n'a pas pu dire ses lignes. Son mari et sa fille lui ont donné un ultimatum. Elle est allée à Hazelden, dans le Minnesota, pendant 28 jours. Elle est devenue sobre et est restée ainsi, participant à des réunions des AA et parrainant même d'autres personnes. Mais elle n'en a jamais parlé publiquement avant 15 ans plus tard. En 2010, à l'âge de 83 ans, on lui a diagnostiqué un cancer du poumon. Mais elle ne voulait pas de traitement, pas de chimio, pas d'hôpitaux, juste la paix. Elle a dit à sa fille qu'elle préférait être elle-même plutôt qu'être une patiente. Elle n'était pas seule dans cette décision. La recherche montre que près d'un patient atteint d'un cancer du poumon sur 4 de plus de 75 ans a refusé le traitement. Elle voulait que ses derniers mois ressemblent à la vie, pas à des salles d'attente.
Elle est décédée le 4 mai 2011 à l'hôpital d'Anbury, dans le Connecticut. Sa cause de décès a été répertoriée comme une maladie pulmonaire, pas un cancer, comme elle l'avait souhaité. Mais la surprise est survenue 6 semaines plus tard, lors de la lecture de son testament. Elle a laissé l'intégralité de sa succession de 2 à 3 millions de dollars pour financer des bourses complètes pour les femmes défavorisées dans le théâtre. 12 femmes, chaque année, recevraient la scolarité et les frais de subsistance couverts. Sa famille n'en avait aucune idée. Elle avait discrètement étudié l'idée pendant plus de 2 ans. En 2015, un documentaire est sorti intitulé The Unseen Influence. Il s'était concentré sur les actrices de caractère et il y avait une longue partie sur Sada. Le moment le plus puissant a été un enregistrement de Meryl Streep. Elle l'avait enregistré juste après la mort de Sada, mais personne ne l'avait entendu avant le film. Dans le message, Meryl a dit que la véracité de Sada avait façonné toute son approche du jeu d'acteur. Elle avait étudié les rôles de Sada, en particulier dans Twigs, où elle jouait 4 personnages en une seule nuit. Meryl a dit que Sada lui avait appris que l'honnêteté émotionnelle était puissante mais dangereuse, que trop de vérité pouvait blesser l'esprit d'un acteur. Le documentaire a révélé que Sada avait souffert d'anxiété et de dépression sévère dans ses dernières années, et cela a fait regarder son travail sous un nouveau jour. Puis, dans les années 2020, quelque chose d'inattendu s'est produit. Un clip de 6 minutes de Family, une scène en une seule prise où elle s'effondre après avoir appris l'infidélité de son mari, est devenu viral sur TikTok. Il a obtenu plus de 15,7 millions de vues. Les téléspectateurs de la génération Z n'en revenaient pas de la brutalité. Il n'y avait pas de montage. Ses mains tremblaient, son souffle se coupait. Les coachs d'acteurs ont commencé à l'utiliser comme un avertissement sur le jeu de méthode. Les experts ont dit que c'était un parfait exemple de la façon dont aller trop loin dans l'émotion pouvait endommager votre santé. Elle avait insisté pour le faire en une seule prise. Elle a utilisé sa vraie douleur et, par la suite, elle a souffert de crises d'angoisse pendant des années.